suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien. Comment se porte à ce jour le secteur de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise en République démocratique du Congo? Quoi de plus normal que de recevoir sur ce plateau, nous sommes nous-mêmes reçus, comme vous pouvez le constater, dans le cabinet du ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise en République démocratique du Congo, le numéro 1 dans ce secteur, qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans son cabinet de travail. Bonjour, Monsieur Désiré Ndinga. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre cabinet de travail. Je l'ai donc dit, vous êtes ministre en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise en République démocratique du Congo. La toute première question que j'ai envie de vous poser, comment se porte à ce jour ce secteur que vous dirigez en RDC? Bon, je ne dirais pas que c'est à merveille, hein, franchement. Vous savez que nous venons de faire 10 mois comme ministre de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. C'est vrai aussi que notre ministère il est jeune. Je suis 5e ministre dans ce département. Et donc, au départ, ce n'était pas évident. Au moins aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses sont en train de bouger. Je considère ce ministère comme une maison que je dois bâtir. J'ai déjà poser les fondations. Nous sommes en train de monter les murs. Et ces murs, c'est tout ce que vous apprenez à gauche, à droite, les lois, les mesures d'application, des décrets, de lois, ainsi de suite. Et pour qu'on pose les toitures et qu'on dise, maintenant ça y est. Et pour moi, cette toiture est composée des jeunes, des femmes et de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui viendront qui seront soutenus par ces murs, par cette fondation, qui du reste est en béton, comme vous le savez, parce que la vision vient du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, c'est du béton que nous construisons. Et justement, vous avez effleuré un tout petit peu. Parlons un peu des réalisations. Vous avez dit que vous avez 8 mois à la tête de ce jeune ministère de l'EPME. Quelles sont les réalisations qu'on peut mettre à ce jour à votre actif? Bon, au départ, ce sont les différentes réformes. Comme je disais, je venais de parler des fondations. Ces réformes ont fait qu'il y ait la loi sur la sous-traitance. Ici, je parle comme celui qui a bénéficié du travail des autres, parce que c'est en 2017 que cette loi existe, avec la sous-traitance et tout ça. Mais l'applicabilité n'était pas évidente. Il fallait maintenant qu'il y ait des décrets, il fallait qu'il y ait des arrêtés pour montrer comment ça peut se faire. Et puis après, l'esprit qui existait au départ, c'était comment mettre tout ensemble, surtout miser sur les ressources minières, et oubliant que l'économie, ce n'est pas que le mine. Et donc, tout ça, c'est du travail que nous devrions faire en arrivant. On a ouvert l'espace de la sous-traitance, par exemple. Et puis, la première des choses qui nous a toujours manqué, c'est cette question des capacitations. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que l'ANADEC existe avec cette mission de capacitation, de formation, de mise à niveau. Et il y a plus d'incubateurs qu'on a posés aujourd'hui, que ce soit dans les universités, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les écoles, oui, parce qu'il y a des écoles techniques où il y a des innovations, où il y a des inventions. Et puis, bien sûr, Canadec, c'était au départ OPEC. Et nous, on a transformé ça pour lui donner cette fonction-là, ce rôle-là. Et bien sûr, que nous devrions gérer notre entreprise ou notre ministère comme une nation tout entière qui doit se développer autour de cette vision du chef de l'État. Et donc, l'ANADEC est bienvenue. Et puis après, une fois que les gens sont formés, je donne un exemple d'une Maman Malewa, par exemple, qui ne sait pas que ce qu'elle fait, c'est une entreprise à part entière. Elle pense qu'elle vient chercher juste à manger pour les enfants. Non. Avec ça,
elle peut développer son affaire, elle peut aller jusqu'à dans des grands restaurants qu'elle tiendrait, et puis après, ça peut commencer à aider la famille à trouver un toit, à se soigner, à se nourrir, à se vêtir, bref, avoir une vie décente. Et donc, tout cela, il faut aller vers la personne, montrer que ça, c'est une entreprise. Que cette idée ancienne quitte et laisse la place à un entrepreneur qui sait calculer, qui sait dire ça, c'est l'argent de l'entreprise, ce n'est pas l'argent de la famille. Et que si moi-même, je dois ponctionner dans le capital, c'est en termes de salaire. Donc, je travaille pour mon entreprise et cette entreprise me paye mensuellement et j'amène mon salaire à la maison. Pas toucher le capital. Et donc, c'est cette formation que nous donnons avec Anadec. Et puis, il n'y a pas que ça, parce qu'Anadec peut aussi parfaire quelqu'un qui veut faire, par exemple, les chaussures. Nous utilisons plus les chaussures made in Italy. Et puis, alors que chez nous, ça se fait très bien. Mais lorsque quelqu'un, un cordonnier, un fabricant de chaussures de chez nous, il vient vers Anadec, il donne son échantillon, on lui dit qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ah oui, vous avez bien fait votre histoire, vous êtes content, mais à l'international, il y a des normes. On va regarder comment tu as fait passer les fils, comment tu as mis le talon. Tout un tas de critères. Tout à fait. Et ça, c'est le rôle d'Anadec. Donc, c'est un incubateur à outrance qui est là aux côtés des entrepreneurs, des innovateurs et des inventeurs. Et justement. Et puis, il y a FOGEC. Okay. Parce qu'après ça, lorsqu'on vous montre comment faire les choses, on doit trouver les moyens. Vous devez être financé. Et l'État, connaissant les systèmes bancaires, les systèmes de financement chez nous, qui fonctionnent difficilement, et puis à quel prix le gouvernement a mis en place cette institution qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui consiste à trouver les financements, à aller vers une banque. Je donne encore un autre exemple, un universitaire qui a fini ses études en économie, qui ne sait rien faire. Bon, il s'est dit, j'ai créé une entreprise de services, par exemple. Mais pour commencer, pour financer, on n'a pas d'argent, on n'a que l'intelligence. Et donc, FOGEC peut dire, votre entreprise, votre établissement, qui manque les moyens, moi, je peux aller vers une banque qui va te donner l'argent et tu rembourseras. Moi, je donne la garantie. Parce que les garanties bancaires sont souvent des bâtisses, des grandes maisons, voilà, des biens de famille. Et ça a tué les familles congolaises. Et donc, l'État a mis en place cette institution pour trouver comment financer ceux qui n'ont pas d'argent. Et même ceux qui en ont, ils ont toujours besoin de plus. Donc, on peut aussi le faire. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi la subvention non remboursable. Ah oui, parce que l'État... Ça aussi, le FOGEC le fait. Ah oui, on le fait parce que, prenons le cas aujourd'hui, nous sommes en guerre. J'ai vu à l'Institut technique industriel de Goma, un jeune qui a inventé son système de lance-roquettes. Ah oui, et quand il lance comme ça, ça va très loin. Ben, on peut l'encadrer, on peut l'accompagner avec l'Anadec. Et une fois qu'il rentre dans le bain et qu'il peut commencer à fabriquer ce genre d'armes, ben, on finance, on trouve l'argent. Et puis l'État qui est intéressé au premier point, parce que ce ne sont pas les privés qui utiliseraient ces armes de cette sorte-là, l'État congolais va donner des subventions en termes de millions pour acheter les matériels qui peuvent faire qu'on fabrique ces choses-là. Et donc, l'État ponctionne dans les budgets et on donne à l'entrepreneur. Donc, FOGEC fait ça également. Il y a d'une part la subvention remboursable, de l'autre la subvention non remboursable. Et puis après, parce que le chef de l'État, non seulement il veut créer des milliardaires ou des millionnaires congolais, il veut aussi que le Congolais ne continue plus à souffrir avec toutes les richesses que nous avons au pays. C'est comme ça qu'il a créé la PROSEM. La PROSEM, il est là, c'est une agence qui est en train d'enregistrer, qui encadre, n'est-ce pas, les gens qui sont maintenant dans la classe moyenne. Ah oui, parce qu'une fois que vous nouez les débuts du mois, vous nourrissez votre famille, vous faites soigner votre famille de la très bonne manière. Bon, ils sont bien vêtus, vous êtes bien logés. C'est la classe moyenne. Donc les gens ne sont plus dans cette extrême pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Nous avons dit, ça peut rechuter. Et même les entreprises qui aident à donner de l'emploi
peuvent aussi connaître la faillite si on n'accompagne pas. Et donc la PROCEM est là exclusivement pour cette classe moyenne, pour savoir si réellement vous tenez bon. Parce que la vie, finalement, c'est comme un décis. Des fois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais s'il n'y a pas un régulateur, il n'y a pas un accompagnateur qui puisse vous aider à dire attention, demain, si vous faites ça, vous risquez de chuter. Alors là, c'est perdu. Et donc, c'est comme une lampe témoin qui est en train d'accompagner le Congolais à pouvoir quitter l'extrême pauvreté et à rester dans une certaine classe qui permette à ce qu'il noue les débuts du mois. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a eu aussi l'agence de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. l'ARSP. Ah oui, l'ARSP est là, il va nous aider rapidement à pouvoir avoir ces millionnaires parce que nous l'avons dit, si bien tous les Congolais se plaignaient ici, qu'il y a des Asiatiques qui viennent dans le pays, je ne veux pas citer de quelle nationalité ils sont, qui viennent dans le pays, après 3 mois ils sont riches. Et nous on se posait toujours des questions. Mais au-delà de cela, voilà, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a réfléchi mieux que nous tous en disant, mais c'est parce que ces gens viennent chez nous, ils prennent toute cette sous-traitance qui peut aider les Congolais Ils à arrachent même pouvoir... des gros contrats. Des gros contrats en termes de millions. Et donc, même les entreprises de services asséminiers, c'est la sous-traitance, c'est eux-mêmes qui créent leurs propres petites entreprises pour faire les mêmes choses. Cette chaîne de valeur-là, elle reste entre leurs mains. Et puis, il y a les matières qu'ils utilisent également et qui donnent beaucoup d'argent, comme vous avez dit. C'est encore eux, comprenant que le Congolais ne voyait pas clair dans cette affaire, ne savait pas qui avait cette mine dedans, au-delà de cette mine qu'ils exploitent. Ils ont commencé à faire la chaîne des valeurs eux-mêmes, la sous-traitance eux-mêmes. Et donc, nous avons compris, et le chef de l'État a dit, monsieur le ministre, je veux voir le Congolais participer à cette sous-traitance parce qu'il y va de l'économie de notre pays. Nous sommes une économie extravertie, alors que ce sont les autres qui devaient venir vers nous. Bon, maintenant, les choses changent. Quand vous m'avez posé la question de savoir comment ça, si l'entrepreneuriat se porte bien, j'allais tout de suite la dire, ça se porte bien. Mais j'ai compris qu'il y a encore du chemin à faire. Dans toute modestie, je dis, nous sommes sur la bonne voie et ça va aller. Sur la bonne voie. Alors aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial congolais, on reproche à toutes ces structures qui sont sous votre tutelle d'une certaine inefficacité. Est-ce que vous comprenez ces doléances des entrepreneurs congolais? Tout à fait. Nos agences sont efficaces. Vous savez, lorsqu'on a innové, lorsqu'on a fait le changement n'a pas toujours été facile. Il faut s'adapter, il faut savoir où nous amène le changement. Tout ça, c'est des problèmes. Et nous avons dématérialisé aujourd'hui les systèmes dans ce qui est d'enregistrement au niveau des agences comme à l'ARSP par exemple. Vous pouvez être à Djougou, être à Rutshuru, être je ne sais pas où, et vous entrez dans une application où vous vous faites identifier avec vos activités, tout ça. Et pour ce qui est des FOGEC, hier on a été à l'ambassade du Pays-Bas, je voulais le dire tout à l'heure. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec eux qui nous ont aidés à pouvoir numériser la gestion des entrepreneurs qui se font inscrire et qui amènent leur plan d'action. Le business plan. Business plan, justement. Et ils n'ont pas à faire des transitions chez FOGEC. Avec ce système de numérisation, ils s'enregistrent dans l'application. C'est en contact avec la banque qui peut étudier le dossier immédiatement. Et lorsqu'il est bancable, lorsqu'il est techniquement acceptable, du coup, on vous finance sans avoir trop de transitions dans nos agences. Il est vrai que pour ce qui est de l'ARSP, il faut que l'on vérifie si réellement vous êtes une entreprise qui existe, si réellement vous avez les capacités, avec tout ce qu'il y a comme les RCCM et tout ça. Bon, c'est des procédures qui sont normales, mais qui n'empêchent pas qu'on puisse continuer le processus. Parce que vous savez, chez nous, ce n'est pas facile d'avoir les papiers, de commencer l'affaire, nous le savons, nous sommes conscients, mais que ça peut se faire aussi parallèlement. Le temps que vous êtes en train d'attendre au niveau du guichet unique, chez nous,
Avec l'ARSP, vous entrez dans le système et les dossiers, on l'étudie. D'ailleurs, il n'y a même pas d'injustice, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas. Hein, c'est clair, on adopte, c'est pas clair, on t'invite pour te dire que voici comment il faut corriger, parce qu'on ne rejette personne. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des bonnes idées, des bonnes intentions pour le pays. Mais elles ne sont pas bien structurées. Voilà, c'est pas structuré. Il faut l'amener, c'est ça, j'ai pas dit dans la DEC, il faut l'aider à structurer et à savoir que cette histoire que j'ai innovée, ça ne mourra pas, ça ira de très loin. Et nous devons accompagner pour dire, on corrige, on fait ça. Et lorsqu'on sent vraiment que la personne peut voler de ses propres ailes, eh bien, nous laissons et puis on laisse continuer. Il y a les structures de l'État qui prennent la relève et la suite, quoi. Justement. Mais tout en acceptant de continuer, parce qu'en ce moment-là, il y a des corporations comme la FEC, comme les Copameco et d'autres qui encadrent les entrepreneurs. Là, vous rentrez dans la lignée des grands, et puis vous faites membre et la corporation peut continuer à vous accompagner, quoi. Et justement, puisque nous sommes, j'aimerais qu'on reste encore sur le sujet concernant vos réalisations. Oui. Vous avez parlé tout au début ici des fondations que vous avez eu à poser. Oui. Et parmi ces fondations, il y a notamment ces cadres réglementaires, cette loi que vous voulez à tout prix faire adopter au niveau de l'Assemblée nationale concernant notamment les local content. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu quelle est son importance pour l'écosystème entrepreneurial et économique de la RDC. Vous savez, lorsqu'on met en place l'ARSP avec la loi, qui n'était pas encore bien comprise, elle a été tout de suite là combattue. Les gens ne voulaient pas aller dans ce sens-là, mais il a fallu une certaine pédagogie pour montrer que c'est cela la voie. Ça commence à tenir, ça va bien, et puis après, mais on se rend compte que même dans le débat, on sentait qu'on voulait limiter. Non, la sous-traitance, il n'y a que les services, pas les fournitures. Parce qu'on sent que les fournitures donnent beaucoup d'argent. On veut garder, on ne veut pas céder dans la sous-traitance. Alors nous avons dit, comme d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment évolué. Et ils sont l'exemple de local content. Nous, ce que nous voulons, c'est de dire, par exemple, aujourd'hui, il y a, je peux parler de brassicole, je l'ai toujours dit, où il y a une chaîne des valeurs. Il y a la maison mère, ça peut être Neken, ça peut être qui, mais tout ce qu'il y a comme fourniture, tout ce qu'il y a comme matière première, c'est des sociétés à tous les niveaux. Je prends celui qui va fournir le maïs. C'est lui qui va fournir le riz, c'est lui qui va fournir le sucre. Ce n'est pas seulement une seule personne, c'est des entreprises, tout ça. Alors, si aujourd'hui, on doit définir notre local, comme on a dit, content, c'est pour dire, dans ce qui est touché, dans ce qui est mis dans la sous-traitance, voici. Et les trois entreprises que j'ai citées dans cette chaîne il n'y a pas que trois, il y a ceux qui peuvent fournir les bouchons et tout ça. Même ceux qui font les bouteilles, deux fois, il y a eu une entreprise qui fabrique les bouteilles ici, c'était de la sous-traitance. Donc c'est autant d'entreprises que nous mettons dans cela et imaginez-vous, ça nous prendrait combien de Congolais dans le travail. Les fournisseurs de sucre, aujourd'hui les sucres, on n'est pas capable de fournir du sucre à nos brassicoles, totalement, je vais dire. Mais la plus grande partie vient de l'extérieur. Tout à fait. Avec comme conséquence, notre économie chute. Mais l'économie des pays qui nous fournissent les sucres, comme le Brésil, et leur économie monte. Parce que pour moi, Congolais, j'achète la bière. Je donne 5 000 francs, 6 000 francs. C'est des francs congolais que je donne. Allez, nous tous, nous sommes plus de combien de millions qui prennent la bière. Ça fait combien d'argent on a donné à une entreprise brassicole. Et puis, maintenant, eux, ils ont besoin de dollars pour acheter le sucre. Justement. Des dollars qui ne rentrent pas dans le champ de Kulungongo ou dans le champ de je sais où. Mais c'est des dollars qui vont aller à l'extérieur, comme je l'ai dit, mais au détriment de notre économie. Tout à fait. Alors, imaginez qu'il y ait un Congolais qui a ce marché. Dans un premier temps, il peut avoir des problèmes. On lui permettra d'aller importer. Ça, c'est clair. Mais entre-temps, on se dit, vous êtes Congolais, en 2 ans,
nous allons vous donner les facilités, les exonérations. Vous prenez les sucres de l'extérieur, vous amenez chez nous. Mais en 2 ans, vous devez avoir déjà votre plantation des sucres. La 3e année au plus tard, vous devez avoir mis une usine de transformation du sucre chez nous. Pour qu'après 3 ans, on n'importe plus jamais les sucres. La même chose pour les autres. Le maïs, le riz. Allez, le riz, c'est plus facile. Le riz, d'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit, hein, si on ferme les frontières, on ouvre les routes des sites agricoles, il y a Bumba, il y a Kindu, il y a Congo central. D'ailleurs, le riz, c'est presque dans tous les pays aujourd'hui. Mais on peut déjà ne plus importer les riz. Donc, tous ces fonds en devises qui allaient à l'extérieur, grossir les économies des pays étrangers, restent au pays. Ça va grossir notre économie. On va avoir de l'emploi. Et on créera de l'emploi dans le sens des chaînes des valeurs. Je l'ai dit une fois dans une chaîne, je crois, il n'y a même pas une semaine, quelqu'un, un citoyen qui a fabriqué un épulcheur de manioc. Ben, peut-être ça ne lui disait rien. Mais nous, quand on a vu tout de suite là l'épulcheur de manioc, on a dit, ça y est. Il peut continuer à fabriquer les épulcheurs de manioc, parce que dans tout le pays, il y a le manioc. Tout à fait. Il faut les fonds et ainsi de suite. On peut l'encadrer par un ADEC, comme je l'ai dit. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'épulchage de manioc, les déchets, ces déchets-là, c'est une société qui peut commencer à fabriquer des fertilisants sur base des déchets de manioc. Avec combien de travailleurs? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les fertilisants. Il y a même les nourritures au bétail, pour les bêtes. Le cochon, ils aiment ça. Donc, il peut y avoir encore une autre entreprise qui cherche ces déchets pour donner à manger au porc, au bétail. Une autre entreprise, avec les plus chers. Il y a aussi ceux qui peuvent dire, bon, nous prenons le manioc, nous allons faire la farine fermentée, qu'on appelle communément le foufou, que nous mangeons, et eux, ils restent dans la farine fermentée. Voilà une autre entreprise. Et enfin, encore une autre dernière entreprise qui est une entreprise que les gens ne peuvent pas imaginer, c'est l'amidon de manioc. Aujourd'hui, dans la zone spéciale, il y a Pepsi Cola qui va venir s'installer. La zone économique spéciale ici. Oui, il a besoin de l'amidon pour produire les Pepsi. Et donc, si nous sommes dans la chaîne des valeurs, nous pouvons créer autant d'entreprises et donner autant d'emplois, surtout que les débouchés sont là pour ce qui est de matières premières consommables. Et donc, nous y sommes. Ce n'est pas une question de rêve, c'est une question de réalité. Nous vivons cela. Et donc, peut-être qu'on peut dire, est-ce qu'on a les moyens? Mais bien sûr, on a les moyens. On a toujours dit, l'intelligence, c'est ça la richesse. Et comme on est intelligent, on va continuer à le faire. Ça commence, pour marcher, il faut faire un pas, et nous commençons par ce pas. Mais je vous assure que nous ne sommes pas à un pas, nous sommes loin. Nous sommes très loin. Nous sommes loin. Très loin. Alors, l'un des problèmes aujourd'hui de l'écosystème économique de la RDC, c'est ce taux très élevé d'opérateurs économiques qui œuvrent dans l'informel. Vous, en tant que ministre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise, à travers justement vos différentes structures, est-ce que vous comprenez ce problème-là et qu'est-ce que vous faites pour y remédier, prendre tous ces opérateurs économiques et les amener dans les formels? Oui. Au fait, avant 1980, vous savez, notre économie était au top, où un franc congolais valait $2. Et après, il y a eu beaucoup de réformes maladroites qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. Et heureusement, les femmes congolaises sont très résilientes. Elles ont plus le réflexe et la place des hommes. Elles allaient au champ, elles faisaient les plates-bandes pour nourrir les enfants avec les légumes et tout ça. Bref, notre économie s'est perdue et est rentrée dans l'informel. Les gens, quand vous parlez de paiement, de ceci ou de cela, l'État, c'est la révolte. Et d'autres disent, l'État fait quoi pour nous pour qu'on le paye? Donc, on ne veut plus rentrer dans le système parce qu'il y a l'État qui va demander ceci ou cela. Ce qu'on peut qualifier d'un civisme fiscal aussi. Oui, le civisme fiscal, on le comprend également. On le comprend. Mais nous disons, il faut aller vers les gens pour dire, vous voulez que le pays se développe, mais ça commence par ce que vous donnez à la République. Et l'État, nous sommes là pour vous aider à faire quelque chose pour la République.
dans ce que vous pouvez, dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez, nous pouvons vous aider à aller de l'avant. Mais lorsque vous allez de l'avant, à un certain moment, c'est vous qui allez faire vivre la République. C'est vous qui allez commencer à payer, comme à l'époque, les tenues des policiers, les tenues des militaires, les fonds de guerre, ainsi de suite. Et donc, comme l'économie était par terre et qu'on est en difficulté à l'Est, vous avez vu, c'est la République, c'est le gouvernement qui se coupe en morceaux pour essayer de gérer la situation. Mais dans l'entretemps, parallèlement, nous devons vite faire pour que les gens reviennent dans les circuits formels. Les mamans maléo, vous ne direz pas qu'ils refusent de payer les patentes. C'est un défi assez difficile. Pardon? C'est un défi quand même assez difficile. Ce n'est pas difficile. C'est d'abord montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent gagner s'ils sont dans les formels. Et qu'est-ce qu'ils perdent s'ils restent dans l'informel. Je donne un exemple. Vous avez dans un quartier, vous avez votre affaire qui évolue très bien, et puis du coup, il y a appel d'offres, comme au niveau de 9e G de la francophonie ici. On a cherché qui pouvait nourrir tous ces athlètes, tous ces visiteurs-là. Mais on n'a pas trouvé. Mais admettons maintenant que vous êtes dans l'informel et que vous êtes champion dans la restauration, par exemple, et qu'on lance un appel d'offres. Vous ne pouvez pas venir parce que vous n'avez pas de papiers, vous êtes dans l'informel, vous n'êtes pas connu. On ne peut même pas vous donner ce marché. Et donc, il y a intérêt à formaliser, à rentrer dans le formel pour que les avantages qui viennent, vous en soyez bénéficiaires. Quand je parle des exonérations, vous pensez qu'on peut exonérer quelqu'un qui n'est pas dans les circuits formels? Du tout. Du tout. Il y a ceux qui commandent des machines qui doivent venir ici. L'État dit, par exemple, de l'agriculture, nous exonérons. Mais si vous allez vers l'État, vous allez lui dire vous êtes qui? Parce que vous êtes dans les formels, on ne vous connaît pas. Vous n'avez aucun document pour dire si je suis ceci. Attester ce que vous êtes capable de faire. Et donc, rentrer dans les formels, il est très important. Moi, je reviens dans la responsabilité du gouvernement. Donc, vous faites partie de... Mais bien sûr. Allez, par exemple, on est en train de chercher à moderniser nos micro-petites entreprises. Tous ces marchés-là, ce sont des micro-entreprises. Hein? Mais allez dans le marché chez nous, vous verrez. Les mamans qui vendent à même les sols, quand il pleut, c'est avec la boue et tout ça, la saleté. On peut faire des hangars, ce qu'on appelle ailleurs des moules, n'est-ce pas? Et essayer de mettre tout ce monde-là dans des conditions vraiment acceptables. Et quand quelqu'un est dans des conditions comme ça, vous dites vous payez vos patentes, il fait quoi? Il refuse. Il ne refuse pas. Donc nous allons jouer notre partition et les entrepreneurs feront la leur aussi. En disant maintenant que nous vous aidons à faire l'entrepreneuriat dans le monde moderne, pas comme dans le temps, où on fuit l'agent de l'impôt, mais ici, on vous montre comment vous allez gagner et comment la République va gagner. Et quand vous voyez l'agent des impôts venir vers vous, vous êtes à l'aise parce que vous avez gagné et il va amener l'argent du gouvernement ou de l'État pour que l'État puisse aussi faire croître son économie. Et c'est clair, c'est clair. Moi, je crois que la République ici, et c'est ce que nous faisons, a besoin, ou les entrepreneurs ont besoin de cette formation, de ces informations-là, pour dire que non, voici ce que vous devez faire pour être un bon entrepreneur qui peut, n'est-ce pas, prospérer. Pas qui va rester dans la même condition de vie en se disant je vais du 1er au 31 vendre dans tel marché, mais je ne sais même pas m'acheter une maison. Je ne sais même pas construire une maison à tôle pour ceux qui sont dans les territoires. Nous disons ça doit s'arrêter. Notre rôle aujourd'hui est d'aller vers tout ce monde-là pour les sensibiliser. Leur dire que ce que vous faites là, ça peut vous faire de vous des millionnaires. Ils peuvent douter, mais lorsque vous montrez les exemples, vous expliquez réellement comment ça peut arriver, comment ça peut se faire, il va tout de suite adhérer à ça. Qui refusait d'être millionnaire dans ce pays? Tout à fait, personne. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons vu tout récemment, aux côtés du Président de la République, inaugurer la Maison de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Quelle sera l'importance de cette structure pour les entrepreneurs, évidemment? Non, vous savez, c'est des évaluations que nous faisons. Or, dans ces systèmes, dans ces écosystèmes,
le président n'est pas dehors. C'est lui qui est le visionnaire. Et il voulait vérifier si réellement, monsieur le ministre, vous me dites est vrai. Alors, nous appelons ceux qui sont déjà prêts pour dire, mais je peux payer à l'État ceci, je peux faire ceci, je peux améliorer comme cela. On a fait une année et on voulait les évaluer. Les chefs disent, venez, je vais évaluer moi-même. Il y a un de jeunes qui a donné au chef de l'État 9 990 $. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai l'argent, monsieur le président, voici le chèque. On peut donner l'argent, on peut contribuer, on paie son impôt. Quelqu'un qui donne de l'argent au chef de l'État, pourquoi ne paierait-il pas son impôt? Et d'ailleurs, ça va se faire. Hein, et je suis en train de voir si, parallèlement à ça, il y a une structure de la diaspora. Ceux qui sont venus de la diaspora pour investir au pays. Ce n'est que l'échantillon. Hein. Il y a d'autres qui veulent venir, ils attendent des conditions. Nous allons vers eux à l'extérieur, on parle avec eux. Et une fois ici, eux aussi, ils viennent dire, mais voilà, nous sommes venus, après une année, voilà ce que nous sommes devenus. Voilà ce que nous devons devenir. Et là, nous, le temps, nous disons, ce qui vous a manqué, nous donnons. Ce que vous voulez, nous donnons. Comme ça, continuez pour qu'on dise demain que vous êtes des millionnaires. Je sais que nous avons déjà des millionnaires parce que moi, on m'a repris dans un concours de plan d'affaires où je parlais dans mon discours que bon, le chef m'a dit je veux avoir des millionnaires, je veux avoir des milliardaires. Eh bien, voilà, nous y sommes, nous devons y aller avec discipline, avec tact, tout ça. Et puis, c'est lorsque le porte-parole des investisseurs a parlé, il dit, mais monsieur le ministre, nous sommes déjà des millionnaires parce que nous sommes 22 dans la salle qui sont dans les chiffres d'affaires qui dépassent des millions. Voilà. Donc, nous devons pérenniser ce genre de choses. C'est des structures qui nous aident à nous auto-évaluer. Les visionnaires lui-même, le chef, le ministère, naturellement, et les investisseurs pour dire où est-ce que nous sommes. Combien on a eu et est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on a avancé. C'est vrai qu'ils peuvent le faire, mais c'est mieux de le faire ensemble avec le chef pour que le monde voit que c'est vrai, il a vu juste et les choses ont donné des résultats. Quels sont les types d'entrepreneurs ou d'opérateurs économiques que vous recevez dans cette maison de l'entrepreneur congolais? Oui, la maison, en fait, c'est ce que je voulais chuter par là, excusez-moi. La maison de l'entrepreneuriat, c'est vrai, on a commencé avec Kinshasa. On va la faire un peu partout, dans les territoires et dans les villes. C'est un incubateur. Cet incubateur permet aux jeunes, ceux qui sont par exemple dans le domaine du numérique, de venir et d'améliorer leur savoir. S'ils sont innovateurs, de voir si réellement ce qu'ils ont innové n'a pas de faute, peut faire la concurrence au niveau du marché, tant national qu'international. Et puis, j'ai parlé des chaussures, j'ai parlé de meubles et tout ça. Tout ça, nous voulons aider l'entrepreneur de ce domaine-là à pouvoir se parfaire. Et j'ai dit que ça sera dans tous les territoires, dans toutes les villes. Ça nous permet également à pouvoir accueillir ceux qui n'ont pas des lieux. Je peux vous parler d'une entrepreneur qui veut importer, qui veut commencer à fabriquer les cure-dents. Et elle a eu des machines que nous avons commandées, nous, le ministère, pour elle, mais elle ne savait pas où installer les machines. Alors, dans un premier temps, on fait quoi? Elle s'installe dans la maison de l'entrepreneuriat. Elle installe ses machines, elle peut commencer à fabriquer les cure-dents, et puis, une fois que les recettes rentrent, 6 mois, une année après, elle pourra trouver son local, elle peut acheter, et puis voilà, elle va commencer à faire les choses à sa manière. Vous savez, cette question des cure-dents, il est très important. Je l'ai toujours dit. Chez nous, on prend les tiges de bambou, hein, comme on l'appelle bien Banzia Kamundele. Donc c'est pour les brochettes. Rien que ça. En Chine, le bambou est dans tous les domaines de la vie. On fabrique les habits avec les bambous. La tuyauterie,
On remplace les plastiques par les bambous. Dans tous les domaines, même les carburants, il est conduit dans les bambous. Les Chinois m'ont dit, ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est de faire passer le gaz dans le bambou. C'est ça la difficulté qu'ils ont. Mais les habitations, les meubles, tout est en bambou. Ça coûte moins cher et naturellement, ça donne de l'oxygène. Voilà, donc nous sommes en retard. Et d'ailleurs, pour le bambou au Cameroun, c'est un jeune qui a demandé qu'on lui achète une machine pour produire ses cure-dents. 7500, la machine l'a eu. En une année, il exportait plus de 5 millions de cure-dents. Les boîtes là. Alors, si la boîte coûte $1 à l'extérieur, ça vous fait 5 millions de dollars. Tout à fait. Les trucs que nous jetons ici dans la rue à Kinshasa, les bambous sont partout. Et la dame, heureusement, elle avait compris le message et elle est dans ça. Donc, si elle travaille comme il se doit, nous irons jusqu'à empêcher, d'une manière ou d'une autre, l'importation des cure-dents. Bon, nous sommes dans une zone de libre-échange, c'est vrai, mais ça sera par la concurrence. Vous importez les cure-dents de l'extérieur, il y a les taxes, mais si vous consommez les cure-dents à l'interne, bon, c'est différent. Ça n'aura pas le même prix et le même impact économique. Tout à fait. Alors, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, les entrepreneurs congolais se plaignent de cette sorte de concurrence déloyale avec ceux qui viennent de l'extérieur, les expatriés notamment. Est-ce que vous comprenez cette situation-là et qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour pouvoir y remédier? La concurrence. Une concurrence déloyale. On voit par exemple des Chinois qui vont jusque dans les petits commerces. Vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Bon, en fait, d'abord, la loi interdit. Interdit aux Chinois de... Il n'y a pas que des Chinois. Il n'y a pas que des Chinois. Non, je ne parle pas que des Chinois, heureusement. Tout à fait. Oui, d'interdire aux étrangers de faire le petit commerce. On ne peut pas discuter avec la loi. Si moi je vais en Chine ou ailleurs aux États-Unis, je ne discuterai pas avec la loi des États-Unis. Quand on dit que les Congolais ne peuvent pas faire le petit commerce, je ne le ferai pas. C'est clair. Donc ils sont en position de violation de la loi. C'est vrai que nous sommes complaisants. Beaucoup de gens disent le ministère de l'économie, tout ça il fait quoi? Non, c'est d'abord vous Congolais. Vous qui êtes dans le petit commerce. Vous avez vos corporations, comme je l'ai dit, vous avez des associations, mais empêchez ces gens de faire ça. Comment empêcher, pas aller ravir les histoires d'autrui? Vous allez à la commune, vous dites au bourgmestre, monsieur le bourgmestre, X, Y, Z ne peuvent pas vendre de beignets dans notre pays. Pourquoi ils le font? Mais par moment, ce sont ces mêmes agents de l'État qui... C'est pourquoi j'ai de la complaisance. Voilà, tout à fait. C'est la complaisance. Mais il faut dénoncer. Mais je ne dis pas qu'il faut s'arrêter au niveau des bourgmestres. Au-delà du bourgmestre, au-dessus des bourgmestres, il y a les gouverneurs de province. Au-dessus des gouverneurs de province, il y a nous autres, les ministres. Allez voir le ministre de l'économie. Il empêchera cela. Pourquoi nous avons des inspecteurs dans le monde du commerce? C'est justement pour empêcher ce genre de violation de la loi. Là, ça ne se négocie pas. Ce n'est pas même au ministre de dire j'interprète, ce n'est pas mon rôle. On constate qu'ils ne peuvent pas le faire. La loi s'impose à tous. Nous devons nous mettre debout pour les en empêcher. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et la loi s'applique. Les inspections existent dans des ministères pour faire ce travail. Et s'ils ne le font pas, alors ça, c'est la responsabilité des ministres. Ah oui, je ne peux pas avoir un corps des inspecteurs et apprendre que ces gens-là continuent à faire les petits commerces dans ce pays. Moi, je me battrai qu'ils ne le fassent pas. Qu'ils ne le fassent pas et que cela soit au profit des Congolais. Bien entendu. Bien évidemment. Bien entendu. Monsieur le ministre, qu'en est-il aujourd'hui des états généraux de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises en RDC? Oui, les états généraux, nous les avons organisés au mois de décembre. Et je salue en passant tous les techniciens, tous les partenaires de l'entrepreneuriat qui nous avaient accompagnés. Les fruits sont là. Les fruits sont là. C'est par exemple la loi sur le contenu local. Parce que ça a été dit. Vous avez suivi la dernière fois, nous avons présenté au Conseil l'une des conséquences, l'une des décisions des États généraux. C'était l'organisation de la foire internationale de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance au Congo. C'est très important. Chaque année, nous sommes invités en Afrique du Sud, Mining Invest Indaba. Indaba. Ça, c'est les Sud-Africains
qui organise ce forum pendant 5 jours. Et eux, ça ne concerne que les mines. Pendant ces 5 jours, les gens viennent de l'extérieur. On leur montre les capacités de la République sud-africaine, ce qu'ils produisent, leur potentialité. Or, nous en avons plus que l'Afrique du Sud. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au finish, à la fin, ça rapporte à la République sud-africaine 4,5 à 5 millions de dollars en 5 jours. Et nous nous sommes dit, mais nous avons beaucoup à offrir au monde. Notre entrepreneuriat est riche. Et c'est dans tous les domaines. Que ce soit dans le monde médicinal, soit dans le monde de l'agroalimentaire, dans le transport, dans la communication, dans les mines, dans le tourisme. Tout à fait. Parce qu'il y a des entreprises touristiques qui existent. Et donc, nous devons les mettre en exergue. Chaque année, nous allons commencer à organiser une grande foire dans ce pays pour que les grands investisseurs du monde viennent, qu'ils rencontrent ceux qui font le tourisme au Congo et qui peuvent les amener vers les bonobos, vers les gorilles des montagnes et d'autres animaux féroces qui n'existent nulle part au monde. Et donc, on doit se retrouver dans cette foire-là. Cette foire permettra à ce que, par exemple, même les Congolais, nous sommes nés au Congo, nous marchons sur l'or, le pétrole, tout ce qu'on sait. Mais si on vous pose la question, vous avez déjà touché à une graine de cobalt, jamais. Des coltons qui fait tuer les gens au Kivu. Moi, je suis du Kivu, j'ai vu ça, c'était il y a 2 ans. C'est le bon. Mais nous allons commencer à amener nos échantillons. On dit, voilà, quand on parle de l'or, c'est ça l'or congolais, avec des échantillons. Dans le temps, moi, vraiment, la République, il y a à pleurer. Hein. Quand nous allions en Bujimaï, à Kananga, à Chikapa, vous allez dans les marchés, vous voyez l'or, vous touchez les diamants, vous touchez les minerais. Et donc, c'est facile de le montrer au grand jour. Et nous voulons ouvrir ces grands marchés où on peut aussi acheter, on peut échanger des cartes de visite, on peut programmer, n'est-ce pas, de forums sur la République, mais montrer ce que la République peut donner, non seulement à ses enfants, mais aussi au monde. Et donc, c'est aussi une décision des États généraux de l'entrepreneuriat. Le gouvernement a déjà pris acte. Nous avons décidé que ça commence déjà le 30 juin, donc du 30 juin au 6 juillet. On verra si le temps va nous permettre de le faire, parce que c'est un grand rendez-vous. Il faut bien le faire et les techniciens sont à l'œuvre. Pourquoi le 30 juin? Parce que c'est férié, c'est le jour de l'indépendance. C'est parce que nous voulons inscrire vraiment avec la lettre d'or le nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réécriture de l'histoire du Congo. Parce que c'est lui qui est, au fait, le père de l'indépendance économique. Tout à fait. Nous avons eu l'indépendance en 1960, c'était une indépendance politique. Tout à fait. Et nous constatons que notre économie est entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, il a dit non, niet, ça rentre au pays. Ça rentre au pays. Donc nous voulons que vraiment le monde voit ce 30 juin que c'est une deuxième indépendance que nous avons et ça concerne l'économie du pays. Nous pensons que nous serons maintenant libres à jamais. Justement, Monsieur le Ministre, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais quand même vous poser cette question. Oui. Il y a des tractations en ce moment pour la formation du gouvernement. Oui. Si vous êtes reconduit à ce même ministère, qu'est-ce que vous pensez améliorer, mettre en place pour donner encore plus du tonus à cet écosystème entrepreneurial en RDC? Bon, je crois que moi, je viens de l'école Étienne Tshisekedi, d'RS Mémoire. On nous avait prévenu, nous aurons à diriger ce pays. On sera au service du peuple. C'est ce qui nous met en extase, même si on peut utiliser le terme, excusez-moi, vraiment ce terme-là, lorsque on sert la nation. J'étais ministre de l'Agriculture, je ne pensais pas quitter l'agriculture. Aujourd'hui, je suis à l'entrepreneuriat et je constate que c'est le plus grand parce que transversal. Je peux servir la santé, je peux servir la communication, le transport et tout le monde. Et donc, ce que je peux faire, c'est avoir un plan opérationnel
qui va répondre ou qui va constituer la toiture de cette maison que j'ai parlé. On a la fondation, on élève les murs aujourd'hui avec les différentes lois et ce plan opérationnel viendra couvrir. Et là, je pourrais mourir en paix pour dire, ça y est, le chef de l'État a réussi, nous avons réussi. Et donc, ça sera aller dans le sens de continuer l'action du chef de l'État, aller dans le sens de pérenniser cette action, parce que vous pouvez faire le premier pas et puis après demain, ce n'était pas le bon pas et tout ça. Nous savons maintenant que c'est les bons pas, nous allons accélérer. Aujourd'hui, je suis heureux de répéter cela, nous avons lancé un appel à plus de 50 000 mamans, 50 000 jeunes femmes et jeunes qui bénéficieront d'un appui du gouvernement. Nous avons 300 millions de dollars. Il y a deux camps. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, ce sont les entreprises qui existent déjà, qui ont besoin de beaucoup de fonds. 100 000, 200 000, 300 000, avec un business plan clair. Et pour les 50 000, le minimum qu'on va donner à chaque femme ou à chaque jeune, c'est peut-être 2 000. C'est des micro-entreprises. Et donc, ça, je peux continuer. Je dois continuer si je suis là, comme vous dites. Et ici, continuer, ce n'est pas dire ils ont eu l'argent, je suis fier. Non, c'est de dire, d'abord, il y a une formation. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans les légumes. Les légumes, on peut les transformer. On peut faire. En combien d'argent on peut faire cela? Voici l'argent. Nous vous accompagnons à le faire. Et c'est pendant un temps, je l'ai dit. Après, nous évaluons. On vous laisse continuer parce que vous voulez voler de vos propres ailes. Et puis, il y a... Pas seulement ça, il y a l'AFD avec qui on a été il y a une semaine. On a eu encore pour Kinshasa, Bukavu et Matadi 12 millions de dollars pour les femmes. Parce que vous savez, nous sommes au mois de femmes. Je souhaite d'ailleurs bonne fête pour le mois à toutes les femmes congolaises et du monde, pourquoi pas. On dit qu'il faut investir dans la femme et on dit accélérer. C'est cela. Donc nous allons vers elle pour donner les moyens et donner la capacité et puis accompagner. Il n'y a pas que ça. Nous allons bientôt, encore une fois, avec l'AFD, signer un protocole sur 30 millions de dollars et on va encore augmenter le nombre de villes. Ça, au moins, on dira, parce que les mamans bénéficient de beaucoup de projets avec nous aujourd'hui. On va essayer d'y ajouter les jeunes pour que finalement, après une année, on ait un bilan qui va convaincre plus d'un. Et qui va montrer que réellement, si le chef le 30 octobre a reçu des jeunes que nous avons présentés comme des millionnaires, ce n'était pas une aventure, ce n'était pas un rêve, c'est la réalité. Et donc, ça va se faire et ça va s'évaluer. Et heureusement que nous avons le briefing, nous avons la redevabilité que nous faisons régulièrement. Et donc, merci parce que vous êtes venus aussi. C'est une occasion pour nous de rendre compte. Et voilà, nous sommes prêts encore une fois à vous recevoir pour rendre compte, encourager et montrer que nous sommes déterminés à avoir les résultats avec nous. Déterminés à avoir les résultats. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Désiré Nzinga, je rappelle que vous êtes ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise en République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview ici dans votre cabinet de travail. C'est moi qui vous remercie en disant que ça ne soit pas la dernière fois et que surtout si on peut dans votre chaîne avoir une émission régulière sur l'entrepreneuriat pour qu'on explique comment faire le premier pas et comment ça peut être possible. Il ne faut pas douter, il faut s'engager seulement. Il faut s'engager et c'est très important. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est très bientôt sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez sur nos antennes car le programme se poursuit.